Ah, la Suisse. En voilà un pays bien particulier. Petit pays montagneux, riche nation au secret bancaire et à la politique internationale basée sur la neutralité, la Suisse a une très bonne réputation économique. On considère la Suisse comme un des pays les plus riches par habitant en termes de PIB nominal, et en 2022, c'était le pays avec le plus haut IDH, l'indice de développement humain. Zurich et Genève sont souvent dans le classement des 10 villes les plus agréables à vivre dans le monde. Bref, avec la Suisse, on semble être loin d'un pays où les villes sont une catastrophe. Et en effet, elles ne sont pas si catastrophiques comme peuvent l'être les villes des États-Unis, qui n'ont aucune cohérence urbanistique. Mais les villes suisses sont loin d'être parfaites. Ce qui est le cas de toutes les villes, me diriez-vous, et dans certains domaines, elles sont même en retard par rapport aux autres villes européennes. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Schéma type d'une ville suisse. Contrairement aux États-Unis et la Russie où on peut vraiment trouver un schéma type, pour la Suisse c'est plus compliqué. Les grandes villes en Suisse sont peu nombreuses, Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich. Ce sont les 5 grosses agglomérations, elles font toutes plus de 100 000 habitants dans la municipalité, elles sont toutes capitales d'un canton, et elles ont toutes plus de 400 000 habitants dans l'agglomération. En gros, si on schématise, on trouve d'abord un centre-ville historique très densifié, avec beaucoup de petites ruelles et petits immeubles, très densifié en termes de bâtiments, mais en réalité ce n'est pas si habité que ça. Ce centre historique est sur un coin d'eau. Ensuite, on a une zone un peu plus nouvelle, développée au 19e et 20e siècle. Le bâti est dense là aussi, mais on trouve, comme dans chacune de ces villes, des zones pavillonnaires qui datent du début du 20e siècle et qui a pris énormément de valeur. Ensuite, on a des zones plus récentes autour, puis l'urbanisation continue dans les communes voisines, mais dans ces communes, il n'y a pas toujours une cohérence avec la commune centre. Chaque commune étant très indépendante, elle urbanise où elle veut. Et on voit là un des premiers problèmes des villes suisses. En résumé, on peut voir 2 gros problèmes dans les villes suisses. La densification des centres-villes qui n'est pas toujours bien répartie, et de l'autre, l'incohérence urbanistique avec les communes de banlieue. Centre-ville. Dans les 5 grandes villes, le centre historique est souvent peu habité. Il est très protégé et chaque bâtiment est vu comme du patrimoine. Le centre historique participe au prestige de la ville, on y trouve des commerces et ils sont très touristiques. Ils ont été piétonnisés, ces quartiers deviennent souvent des sortes de vitrines pour les touristes mais n'ont plus vraiment de vie sociale réelle. Le centre-ville de Berne est classé UNESCO, les autres non, mais sont bien protégés. Bref, ce sont les centres-villes historiques, ils sont peu habités, ce n'est pas là que la vie est présente, n'empêche, leur bon entretien permet le prestige de leur ville. Ville proche. Pour la ville proche, c'est bien différent. Que le centre historique soit non habité et devenu une vitrine, c'est une chose assez secondaire. Le centre historique ne concerne qu'une petite partie de la ville. Mais dans la ville dense et proche, c'est autre chose. C'est là qu'est la vraie ville. Genève ayant une commune territoriale plutôt petite, presque toute la commune est un centre-ville. Du coup, voilà plusieurs problèmes. Tout d'abord, les loyers sont très élevés dans la commune centre, car tout le monde veut vivre à proximité du centre, là où sont les services. Ensuite, il n'y a plus trop de terrain. Si la municipalité veut densifier son centre-ville pour créer des logements, elle est obligée d'acheter des terrains privés, ce qui coûte cher. Pour ensuite densifier, en ajoutant des étages par exemple, mais 2 autres problèmes surviennent. D'abord, les habitants sont contre les changements dans leur quartier. Même si le changement sert pour le bien commun de la ville, il n'est pas intéressant à l'échelle du quartier. Il y a un effet où chacun veut le changement pour la ville, mais pas dans son propre quartier. Et en Suisse, la vie locale est très importante. Les évolutions se font rares. L'autre problème est que les nouvelles constructions sont souvent à leur tour très chères et permettent à d'autres riches de venir vivre dans la ville. Les familles modestes n'y ont tout simplement pas accès. Et ça concerne aussi les autres villes suisses, en particulier Zurich, qui est le symbole de la ville qui n'a plus de place pour de nouveaux habitants. Car politiquement, ça devient impossible de construire ou de rajouter des logements. À Zurich, depuis les années 60, on estime que 90 000 logements ont été construits, mais la population n'a augmenté que de 8 000 habitants sur la même période. Il y a juste moins d'habitants par logement. Pour que la ville soit accessible au plus grand nombre et qu'elle ne devienne pas qu'un terrain réservé aux riches, il faut des logements sociaux. Mais ils sont très peu nombreux. À Genève, ils ne représentent que 5% des logements. Ces villes ont une énorme aura internationale, c'est très positif économiquement, mais pas pour les habitants qui n'ont pas les mêmes moyens qu'une grande multinationale qui va acheter des locaux pour y placer des bureaux. Et que se passe-t-il quand on reconstruit pour densifier ? C'est très simple. La commune arrive à racheter les immeubles où les logements étaient les plus faibles, souvent des gens qui louent qui doivent terminer leur bail pour aller ailleurs. Ensuite, on reconstruit un nouvel immeuble avec plus de logements, mais la valeur du terrain est tellement élevée que les logements finissent par l'être aussi. Ce sont les plus riches qui accèdent plus facilement. Statistiquement, on a pu voir que les gens qui doivent quitter l'ancien logement sont plus pauvres de 30% que la moyenne suisse. Les nouveaux qui viennent les remplacer sont 15% plus riches que la moyenne suisse. En gros, les villes ne font que gagner de nouveaux habitants riches. Dans certaines villes comme Genève ou Bâle, les démolitions-reconstructions sont plus courantes qu'à Zurich. On démolit et on reconstruit avec jusqu'à 2 fois plus de logements.
ou sinon on rajoute des étages à des immeubles déjà existants, mais ce n'est pas toujours si économique. Le seul moyen de rentabiliser est de revendre assez cher. Zurich est le cas le plus extrême. Il n'y a plus de logements disponibles dans la ville car presque aucun logement est vacant. La municipalité peut se considérer comme une des moins vacantes du monde. Mais la demande est forte et c'est souvent une demande très aisée. La municipalité fait construire des logements de luxe, de plus en plus nombreux pour attirer cette population aisée. Dans les années 70, les centres étaient souvent en décadence, comme dans beaucoup de villes européennes. À partir des années 90, les mairies ont mis de grands moyens pour éloigner la population indésirable. Et ensuite, ça s'est exagéré, créant une véritable gentrification. Et pas une petite gentrification, mais une véritable migration de populations très riches qui font fuir les classes moyennes. Banlieue pavillonnaire. Dans chacune de ces communes, on trouve des zones pavillonnaires. À Genève, elle est presque inexistante, la commune étant très petite. Les pavillons ne se trouvent qu'en banlieue. La commune de Zurich étant presque 5 fois plus grande en superficie, les pavillons sont bien plus nombreux. Mais Genève est une ville très dense et la demande en logement est bien supérieure à l'offre sur place, et ce malgré la grande densification. À Zurich, c'est compliqué d'une autre manière. Il existe de nombreux espaces qu'on pourrait densifier, mais c'est impossible car ça coûte trop cher au niveau du terrain. Tous ces quartiers sont composés de petits immeubles de 3 ou 4 étages maximum. Chaque immeuble est une sorte de grosse maison divisée en plusieurs appartements. Mais même si ce ne sont pas des maisons individuelles qui prennent beaucoup de place, comme on peut le voir aux États-Unis, cette forme de bâti occupe tout de même un certain espace avec ses grands jardins. La principale conséquence est que de nombreuses personnes doivent aller vivre hors des limites communales, et là, les transports en commun sont encore moins importants. Transports en commun. La Suisse a des villes très efficaces au niveau des transports en commun, mais on commence à voir certaines limites dues à l'individualisation de chaque ville. Si on prend Zurich, on peut voir que le tramway est composé d'une quinzaine de lignes, mais elles sont toutes presque que dans la commune centre. On a un réseau dense pour une commune de 400 000 habitants, mais hors des limites, il n'y a que 3 lignes qui vont dans les communes voisines, notamment la ligne qui va jusqu'à l'aéroport. Pareil pour Berne, où le tramway quitte peu les limites communales. Dans ces deux villes, vivre en dehors des limites communales est plus compliqué, mais vivre au sein de la commune est beaucoup trop cher. Heureusement, la Suisse a développé le train de banlieue, et ce pour de nombreuses villes, même celles qui ne sont pas très grandes. À Zurich, on trouve le principal réseau de trains de banlieue, il permet de toucher de nombreuses communes alentours, ce qui a produit une urbanisation très étrange. Vu que Zurich n'arrive plus à se densifier, sa population n'a pas augmenté depuis 50 ans, ou à peine de quelques milliers d'habitants, ce sont les villages voisins qui ont attiré la population. Vu que le train de banlieue est très efficace, et tant mieux, de l'urbanisation s'est faite autour de chaque gare de village. On a donc une banlieue morcelée, il n'y a pas de continuité urbaine entre Zurich et le reste, on passe de la ville à la campagne, puis de la ville, puis de la campagne, et ainsi de suite. L'urbanisation se fait en longueur le long du chemin de fer, et vu que chaque commune décide de son urbanisation, on se retrouve avec de grandes zones pavillonnaires un peu partout. Mais comme toujours, il y a un risque de gentrification en bordure des gares, et les populations les plus pauvres doivent s'éloigner, toujours plus. C'est comme si les villes suisses étaient conçues pour être des reposoirs aux populations modestes. Pauvreté. Assez étrangement, malgré tous ces problèmes d'exclusion des pauvres, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas, du moins à Zurich. Ce sont les ghettos. Les populations pauvres ne sont pas mises toutes dans le même quartier comme ça peut être le cas dans certaines villes en Europe. Du coup, les pauvres ne font que vivre les plus éloignés possible du centre, car plus on s'éloigne et moins c'est cher. Il n'y a donc pas de ghettoisation comme on peut le voir dans d'autres pays, je pense à la France et la Suède par exemple. À Genève c'est bien différent, la ville est bien plus dense et des quartiers populaires ont été construits en banlieue. Mais la zone la plus pauvre de l'agglomération est Annemasse, commune située en France où les logements sont nettement moins chers qu'en France. Même si la Suisse est loin d'être parfaite, on peut tout de même prendre en compte le fait qu'il y a un moindre risque de crise sociale urbaine pour plusieurs raisons. Premièrement, les populations pauvres ne vivent pas dans un seul quartier, elles sont réparties entre des villages toujours plus loin. C'est pas forcément une bonne chose cet éloignement des plus pauvres, mais en même temps, il n'y a pas de ghettos sociaux dans les villes. Deuxièmement, les communes sont tout de même bien desservies en train, et ça c'est important. Il y a moins de dépendance à la voiture, qui elle peut fluctuer avec la hausse des prix de l'essence. Mais le train reste assez cher, mais en contrepartie, il y a de nombreuses aides sociales, notamment au niveau des transports en commun, où le canton ou la commune doit subvenir aux besoins de transport des personnes les plus pauvres. Troisièmement, il existe une vie communale qui peut être mixte, où des quartiers plus pauvres, mais petits, côtoient des quartiers plus riches voisins, et les services locaux sont les mêmes pour tout le monde. Mais il n'empêche, je le répète, ça reste un système où les pauvres sont éloignés des villes, et donc une ségrégation où les pauvres sont dispersés et loin. Les grandes villes suisses. La Suisse compte 5 grandes villes, comme dit précédemment, ce sont toutes des villes d'or international. Allons les voir une par une. Zurich. Zurich est la ville la plus peuplée, son agglomération dépasse le million d'habitants. La langue officielle est l'allemand, c'est un grand centre bancaire. Zurich a une très bonne réputation pour sa qualité de vie. Selon l'indice mondial d'habitabilité, Zurich est la deuxième ville pour la qualité de vie au monde, derrière Copenhague et à égalité avec Vienne. Mais cette qualité de vie ne concerne que le centre-ville, qui est pratiquement impossible à habiter.
Zurich est une ville de classe mondiale. Selon le classement Mori, Zurich est la 20e ville la plus importante en termes d'influence. On peut dire que c'est une ville alpha. Dans ce même classement, elle est considérée comme la 5e ville du classement selon les critères économiques, c'est-à-dire en tant que ville où on peut faire des affaires, où il y a un haut niveau de richesse, etc. Selon le classement de Brand Directory, du Global City Index 2023, Zurich est en 17e position en tant que ville où entreprendre. L'école polytechnique de Zurich est classée comme 5e meilleure université du monde, la première à ne pas être exclusivement anglophone. Donc une ville au top des classements malgré sa petite taille, mais une ville trop chère, où les locaux ne peuvent même pas se permettre d'y vivre. Le taux de vacances est très faible, il n'y a plus de place pour y habiter. Genève. Autre grande ville de classe internationale, elle atteint le million d'habitants avec sa banlieue, qui se trouve en partie en France. Elle est en 5e position mondiale pour la qualité de vie, à la 28e position pour les villes alpha, et à la 22e position pour les villes d'affaires. Genève est la ville avec le plus d'organisations internationales au monde. On y se trouve le siège de l'ONU pour l'Europe, l'OMS, l'OIT, l'OMC, qui sont les organisations mondiales ou internationales de la santé, du travail et du commerce. Genève profite du statut neutre de la Suisse pour ses nombreuses organisations non gouvernementales. Comme pour Zurich, le taux de vacances est très faible dans la ville. On est obligé de vivre en banlieue. De plus, une partie de la banlieue est en France, ce qui complique les choses. Même s'il y a des transports ferroviaires, beaucoup viennent en voiture, ce qui crée un flux continu. Le canton de Genève a le taux de logement vacant le plus bas de Suisse, avec 0,34%. Bâle. Troisième ville suisse, comme Genève, sa banlieue est à l'étranger. En France, mais aussi en Allemagne, elle atteint presque 1 million d'habitants sur ces 3 pays. La ville est beaucoup moins chère que les 2 métropoles germanophones et francophones. Bâle est une ville germanophone avec une banlieue en France. Mais il y a tout de même beaucoup de transfrontaliers qui viennent. Il y a donc une saturation au niveau circulation. La ville est réputée mondialement dans la pharmacie. Lausanne. Lausanne est la 2e ville francophone du pays. Son agglomération est d'un peu moins d'1 demi-million d'habitants. Dans cette ville, la pression pour le logement est haute. Mais les villes voisines ont fini par être occupées à leur tour, ce qui a pour conséquence de faire du canton de Vaud un canton entièrement en pénurie de logements. Lausanne dispose du siège du Comité international olympique et le tribunal arbitral du sport, qui peut en faire une sorte de capitale olympique mondiale. On y trouve aussi le tribunal fédéral suisse. Berne. Berne est la capitale de facto de la Suisse. Pas une capitale officielle, mais elle dispose des institutions. À part les institutions fédérales, elle reste secondaire face aux 4 autres villes citées, ce qui allège sa pression sur les loyers. Elle n'a pas de population transfrontalière qui y vient. Son agglomération compte un peu plus de 400 000 habitants. Conclusion. Entre 2001 et 2021, la Suisse a gagné 1,5 million d'habitants, principalement grâce à l'immigration. Des logements ont dû être construits pour pallier cette hausse de population. Mais en raison de lois assez strictes en termes d'étalement urbain, il est difficile de trouver des terrains où construire. Ils prennent donc beaucoup de valeur, et il est plus rentable d'y construire des logements de luxe. C'est donc un cercle vicieux où les villes sont conçues pour amener des riches, car elles sont trop chères. En bref, les villes suisses ne peuvent plus croître, et pourraient sur le long terme perdre en productivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, et à la prochaine.